INA Podcast. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierme. Aujourd'hui, 4e épisode, le vol de l'aigle. À la suite d'une sombre machination, ourdie par Danglars et Fernand le Catalan, le jeune Edmond Dantès est arrêté. Sur la seule foi d'une lettre anonyme, il est accusé d'être un agent bonapartiste. Cruelle coïncidence. Dantès est interrogé par le substitut du procureur du roi, Gérard de Villefort, qui célébrait ses fiançailles avec une jeune aristocrate Renée de Saint-Méran, le même jour que lui, Dantès, célébrait les siennes avec la belle Mercédès. Au cours de cet interrogatoire, Villefort découvre avec effroi que, sans le savoir, Dantès détenait une lettre terriblement compromettante pour un certain Noirtier, agent bonapartiste notoire, qui n'est autre que son propre père. Réalisant les conséquences dramatiques que pourrait avoir pour lui la divulgation d'un tel document, Villefort brûle la lettre. Et, bien que convaincu de l'innocence d'Edmond Dantès, il le fait enfermer au château d'If. Nous sommes toujours le 25 février 1815, mais la journée ne va pas tarder à basculer vers le 26. Voici votre chambre pour cette nuit. Il est tard, monsieur le gouverneur est couché. Demain, quand il se réveillera et qu'il aura pris connaissance des ordres qui vous concernent, peut-être vous changera-t-il de domicile. En attendant, voici du pain et il y a de l'eau dans cette cruche. Et de la paille, là, dans ce coin. C'est tout ce qu'un prisonnier peut désirer. Bonsoir. Laissez-moi votre lanterne! Donnez-moi de la lumière! Un peu de lumière! « 26 février 1815. Mais qu'est-ce que vous faites là, debout? Vous n'avez donc pas dormi? Je ne sais pas. Vous n'avez pas touché à votre pain? Vous n'avez pas faim? Je ne sais pas. Vous voulez quelque chose? Oui. Je voudrais voir le gouverneur. Oh, tous les mêmes.
mérité un tel châtiment? Pourquoi ai-je cru ce Villefort? Pourquoi ne me suis-je pas jeté à la mer pour regagner Marseille à la nage? Il fallait tenter de fuir en Espagne, en Italie. Y faire venir Mercédès. Oh, Dieu! « 27 février 1815. Eh bien, êtes-vous plus raisonnable aujourd'hui? Allons, un peu de courage. Désirez-vous quelque chose qui soit à ma disposition? Je désire parler au gouverneur. Oh, je vous ai déjà dit que c'est impossible. Mais pourquoi impossible? C'est le règlement. Il n'est pas permis à un prisonnier de le demander. Qu'a-t-il donc de permis ici? Bon, une meilleure nourriture en payant. La promenade et quelquefois des livres. Mais je n'ai pas besoin de livres, je n'ai aucune envie de me promener, je trouve la nourriture bonne. Je ne veux qu'une chose, voir le gouverneur. Si vous continuez à me répéter la même chose, je ne vous apporterai plus à manger. Eh bien, si tu ne m'apportes plus à manger, je mourrai de faim, voilà tout. Écoutez, ce que vous désirez est impossible. À la demande d'un prisonnier, jamais le gouverneur n'est venu dans sa chambre. Alors, soyez bien sage. On vous permettra la promenade, et il est possible qu'un jour, pendant que vous vous promènerez, le gouverneur passe. Alors, vous l'interrogerez, et s'il veut vous répondre, ça le regarde. Combien de temps puis-je attendre ainsi que ce hasard se présente? Ah, dame, 1 mois, 3 mois, 1 an peut-être. Mais c'est trop long. Je veux le voir tout de suite. Ne vous entêtez pas, ou avant qu'1 jour, vous serez fou. Ah, tu crois ça, toi? Eh oui, fou. C'est toujours comme ça que ça commence, la folie. Et nous en avons un exemple ici. C'est en offrant sans cesse 1 million au gouverneur, si on voulait le mettre en liberté, que le cerveau de l'abbé, qui habitait cette chambre avant vous, s'est détraqué. Et depuis combien de temps a-t-il quitté cette chambre? 2 ans. On l'a mis en liberté? Non, on l'a mis au cachot. Écoute, je ne suis pas un abbé, je ne suis pas fou. Peut-être le deviendrai-je, mais malheureusement, à cette heure, j'ai encore tout mon bon sens. Je vais te faire une autre proposition. Laquelle? Je t'offre 100 écus. Si tu veux, la première fois qu'il ira à Marseille, descendre jusqu'au Catalan et remettre une lettre à une jeune fille qu'on appelle Mercédès. Pas même une lettre. 2 lignes seulement. Écoutez, si je portais ces 2 lignes et que je sois découvert, je perdrais ma place, qui est de 1000 livres par an, sans compter les bénéfices et la nourriture. Non, je serais un grand imbécile de risquer de perdre 1000 livres pour en gagner 300. Eh bien, écoute et retiens bien ceci. Un jour, je t'attendrai caché derrière ma porte et au moment où tu entreras, je te briserai la tête avec cet escabeau. Posez cet escabeau. Lâchez ça! Les menaces à présent. Non, mais la tête vous tourne. L'abbé a commencé comme vous. Dans 3 jours, vous serez fou allié, comme lui. Ah, heureusement qu'on a des cachots au Château d'If. Quatre hommes ici, tout de suite. Descendez le prisonnier, un étage en dessous. Au cachot alors? Oui, au cachot. Il faut mettre les fous avec les fous. Le 3 mars 1815,
à Paris, aux Tuileries. Vous disiez, monsieur? Que je suis on ne peut plus inquiet, sire. Ah, de quoi s'agit-il? Sire, j'ai tout lieu de croire qu'un orage se forme du côté du Midi. Je vous crois mal renseigné, mon cher duc. Je sais au contraire qu'il fait très beau temps de ce côté-là. Excusez-moi, sire, mais je crois ne pas avoir tout à fait tort en craignant quelques tentatives désespérées. De la part de qui? De Bonaparte. Ensuite? Ce ne sont pas de simples bruits. C'est un homme bien pensant, méritant toute ma confiance, et chargé par moi de surveiller le Midi, qui arrive en poste pour me dire « Un grand péril menace le roi ». J'ai là sous la main un rapport du ministre de la Police en date d'hier, qui... Son Excellence, Monsieur le ministre de la Police. Baron d'André, vous tombez à merveille. Sire. Approchez, baron, et racontez au duc de Blacas ce que vous savez de plus récent sur Monsieur de Bonaparte. L'île d'Elbe est-elle un volcan? Allons-nous en voir sortir la guerre flamboyante et toute hérissée? Bella, horrida bella. Sire, Bonaparte s'ennuie mortellement. Il passe des journées entières à regarder travailler ses mineurs de Porto Longone. Et il se gratte pour se distraire. Bonaparte se gratte? Eh oui, mon cher duc, ce grand homme, ce héros, ce demi-dieu, est atteint d'une maladie de peau qui le dévore. Prurigo. Il y a plus, monsieur le duc. Nous sommes à peu près sûrs que dans peu de temps, l'usurpateur sera fou. Eh bien, Blacas, qu'en pensez-vous? Où voyez-vous en tout cela poindre l'orage? Il est probable que c'est moi qui fais erreur, mais je me permets très respectueusement d'insister. Que votre majesté veuille bien interroger le personnage dont je lui ai parlé et qui vient de faire 220 lieues en poste pour vous apporter des nouvelles. C'est bien, je vais le recevoir. Quant à vous, d'André, essayez donc de m'apporter un rapport plus récent que celui dont vous venez de me faire part. Je ne fais qu'aller venir, sire. Dans 10 minutes, je suis de retour. Qui est ce messager? Ce jeune homme m'a été recommandé par monsieur de Salvieux. Le chambellan de mon frère? Lui-même. Il est à Marseille et c'est de là qu'il m'écrit. Vous parle-t-il aussi de cette conspiration? Non, mais il me recommande monsieur de Villefort et me charge de l'introduire auprès de votre majesté. Votre messager s'appelle monsieur de Villefort? Oui, sire. Que ne me disiez-vous son nom tout de suite? Mais sire, je croyais ce nom inconnu de votre majesté. Parbleu. Vous connaissez le nom de son père? Son père? Mais Noirtier. Noirtier? Le Girondin, Noirtier le sénateur? Mais, justement. Et de son fils, vous avez fait un magistrat? Villefort est un ambitieux. Pour arriver, il sacrifiera tout, même son père. Eh bien, la classe, faites-le venir. Bien, sire. Entrez, monsieur Villefort. Sire. Monsieur de Villefort, il paraît que vous avez quelque chose d'important à nous dire. Oui, sire, important. Grave. Parlez. J'ai découvert dans le ressort de mes fonctions une conspiration véritable, une tempête qui ne menace rien de moins que le trône de votre majesté. Sire, l'usurpateur arme 3 vaisseaux. À cette heure, il doit avoir quitté l'île d'Elbe. Or, votre majesté n'ignore pas que Bonaparte a conservé des relations avec la France. Oui, je le sais. J'ai été tenu informé des réunions bonapartistes qui s'étaient déroulées rue Saint-Jacques et d'un certain complot. Sire, cette fois, j'ai peur que ce soit plus qu'un complot. J'ai peur que ce soit une conspiration. Rassurez-vous, monsieur. Bonaparte est exécré par la population. Et je suis sûr que s'il s'aventurait à mettre le pied sur le sol de France... Sire. Sire. D'André, que vous arrive-t-il? Sire. Parlez, baron. L'usurpateur. Il a quitté l'île d'Elbe le 28 février. Et il a débarqué le 1er mars.
déjà savoir que je suis à Paris. Qui a sonné, Germain, qui me demande? Un étranger qui ne veut pas dire son nom, monsieur. Que me veut-il? Il veut parler à monsieur. Il m'a nommé? Parfaitement. À quelle apparence a cet homme? C'est un homme d'une 50aine d'années. Pas petit, grand? De la taille de monsieur, à peu près. Brun ou blond? Brun, très brun. Des cheveux noirs, des yeux noirs, des sourcils noirs. Et vêtu de quelle façon? D'une grande lévite bleue boutonnée de haut en bas et décorée de la Légion d'honneur. C'est lui. Eh, pardieu, voilà bien des façons. Est-ce l'habitude à Marseille que les fils fassent faire antichambre à leur père? Je ne m'étais donc pas trompé, je me doutais que c'était vous, mon père. Alors, si tu te doutais que c'était moi, permets-moi de te dire, mon cher Gérard, que ce n'est guère aimable à toi de me faire attendre ainsi. Laissez-nous, Germain. Que faites-vous, mon père? Pourquoi verrouiller la porte? L'intimité, mon cher fils, l'intimité. Oh, ça, sais-tu bien que tu n'as pas l'air ravi de me voir, hein? Si fait, mon père, je suis enchanté. J'étais si loin de m'attendre à votre visite. Ah, il me semble, mon cher ami, que je pourrais vous en dire autant. Comment? Vous m'annoncez vos fiançailles à Marseille pour le 28 février, et le 3 mars, vous êtes à Paris. C'est pour vous que je suis venu à Paris. Et mon voyage vous sauvera peut-être. Oh, vraiment? Alors contez-moi cela, monsieur le magistrat. Ce doit être curieux. Vous avez entendu parler d'un certain club bonapartiste qui se tient rue Saint-Jacques? Au numéro 53, j'en suis vice-président. Votre sang-froid me fait frémir. Que veux-tu, mon cher? Quand on a été proscrit par les montagnards, qu'on est sorti de Paris dans une charrette de foin, qu'on a été traqué dans les landes de Bordeaux par les limiers de Robespierre, cela vous a aguerri à bien des choses. Hein? Que s'est-il passé à ce club de la rue Saint-Jacques? Il s'y est passé qu'on y a fait venir le général Quesnel. Et que le général Quesnel, sorti à 9 heures du soir de chez lui, a été retrouvé le surlendemain dans la Seine. Et qui vous a conté cette belle histoire? Le roi lui-même, monsieur. Oh, ainsi donc vous êtes dans les confidences du roitelet goûteux. Incidemment. J'étais présent quand l'affaire lui fut relatée. Eh bien, moi, en échange de votre histoire, je vais vous apprendre une nouvelle. Je crois savoir déjà ce que vous allez me dire. Ah, vous savez que Sa Majesté l'Empereur a débarqué. Silence, mon père, je vous en prie. Pour vous d'abord et pour moi ensuite. Oui, je savais cette nouvelle depuis 3 jours. Impossible, il y a 3 jours, l'Empereur n'était pas débarqué. N'importe, je savais le projet. Par une lettre qui vous était adressée de l'île d'Elbe. À moi? À vous. Et que j'ai surprise dans le portefeuille du messager. Si cette lettre était tombée entre les mains d'un autre, vous seriez peut-être fusillé. Où est-elle, cette lettre? Je l'ai brûlée, car c'était votre condamnation. Et la perte de votre avenir. Donc, je n'ai rien à craindre, puisque vous me protégez. Je fais mieux que cela, monsieur, je vous sauve. Oh, diable, cela devient plus dramatique. Expliquez-vous. Si mal faite que soit la police royaliste, elle sait cependant une chose terrible. Laquelle? Le signalement de l'homme qui, le matin du jour où a disparu le général Quesnel, s'est présenté chez lui. Et ce signalement, quel est-il? Teint brun, cheveux, favoris et yeux noirs, redingote bleue boutonnée jusqu'au menton, rosette d'officier de la Légion d'honneur, chapeau à large bord et canne de jonc. Oui. Évidemment, si l'homme n'est pas averti de tout ce que vous venez de me dire, mon fils, il sera pris tôt ou tard. Mais, averti, il l'est, n'est-ce pas? Alors, il va changer de visage et le costume. Votre rasoir, vite. Oh, le voilà. Ah. Et pendant que je me débarrasse de ces favoris gênants, sortez-moi une de vos redingotes. Oui, celle-là, la marron. Bien, avec cette forme évasée. Ah, je prendrai aussi ce chapeau de jeune homme à bord retroussé. Voilà. Eh bien, me voici glabre tout à fait. Aidez-moi à enfiler la redingote.
Ah, merci. Le chapeau. Offrez-moi donc cette élégante badine de bambou. Merci. Et admirez. Votre redingote me va ravir. Eh bien, crois-tu que la police me reconnaisse maintenant? Non, mon père. Enfin, du moins, je l'espère. Maintenant, mon cher Gérard, je m'en rapporte à ta prudence pour faire disparaître tous les objets, tous les vêtements que je laisse à ta garde. Oh, soyez tranquille, ce sera fait. Merci. Et je vais te prouver que ton vieux père n'est pas un ingrat. Reverras-tu le roi? Peut-être. Veux-tu passer à ses yeux pour un prophète? Les prophètes de malheur sont malvenus à la cour. Oui, mais un jour ou l'autre, on leur rend justice. Donc, que dois-je dire au roi? Ceci. Sire, on vous trompe sur les dispositions de la France, sur l'opinion des villes, sur l'esprit des armées. Vous croyez l'ogre de Corse traqué, poursuivi et en fuite? Non, il vole, rapide comme l'aigle qu'il rapporte. Sire, partez! Abandonnez la France à son véritable maître, à celui qu'il n'a pas acheté, mais conquise. Partez, sire! Non pas que vous couriez quelque danger, votre adversaire est assez fort pour faire grâce, mais parce qu'il serait humiliant pour un petit-fils de Saint-Louis de devoir la vie à l'homme d'Arcole, de Marengo et d'Austerlitz. Dites-lui cela, Gérard, et ensuite dévorez l'espace pour retourner à Marseille. Adieu, mon fils. Adieu, père. À votre prochain voyage, descendez chez moi. Et ce jour-là, croyez-moi... Ouh, venez à cette fenêtre et regardez. Ce jour-là, je n'aurai plus à mes trousses ces deux mornes sbires que vous voyez au coin de la rue, payés par votre gros monarque. Adieu, Gérard. Adieu, père. Que signifie ce cortège? Eh l'ami, que se passe-t-il? Les Lyonnais sont en fête. L'empereur est à Grenoble. L'aigle vole vers Paris. Vive l'empereur! Vive l'empereur! « 25 mars 1815. Vous vous rappelez sans doute que quelques jours avant qu'on apprit le débarquement de Sa Majesté l'Empereur, j'étais venu réclamer votre indulgence pour un malheureux jeune homme, second à bord de mon brick. Il était accusé de relations avec l'île d'Elbe. Ces relations, qui étaient un crime à cette époque, sont aujourd'hui des titres de faveur. Alors vous serviez Louis XVIII, et vous n'avez pas ménagé, monsieur, c'était votre devoir. Aujourd'hui, vous servez Napoléon et vous devez le protéger, c'est encore votre devoir. Je viens donc vous demander ce qu'est devenu ce jeune homme. Mais son nom? Edmond Dantès. Dantès, dites-vous? Edmond Dantès? Oui, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Êtes-vous bien sûr de ne pas vous tromper, monsieur Morel? Non, monsieur, je ne me trompe pas. Souvenez-vous, il y a 4 semaines, je suis venu vous prier d'être clément, comme je viens aujourd'hui vous prier d'être juste pour le pauvre garçon. Vous m'aviez reçu assez mal, et répondu en homme mécontent. Ah, c'est que les royalistes étaient durs aux bonapartistes, en ce temps-là. Je croyais les Bourbons non seulement les héritiers légitimes du trône, mais encore les élus de la nation. Mais le retour miraculeux dont nous venons d'être témoins m'a prouvé que je me trompais. Le génie de Napoléon a vaincu. Le monarque légitime est le monarque aimé. Ah, vous me faites plaisir de me parler ainsi. J'en augure bien pour le sort d'Edmond. Attendez donc... attendez, oui, j'y suis. C'est un marin, n'est-ce pas? Oui. Qui épousait une Catalane?
Ah, oui, oh, je me rappelle maintenant. Mais la chose était grave. Comment cela? Vous savez qu'en sortant de chez moi, il avait été conduit aux prisons du palais de justice. Oui, eh bien. J'ai fait mon rapport à Paris. J'ai envoyé les papiers trouvés sur lui. C'était mon devoir, que voulez-vous? 8 jours après son arrestation, le prisonnier fut enlevé. Enlevé? Mais qu'a-t-on pu faire de ce pauvre garçon? Oh, rassurez-vous, il aura été transporté à Fenestrelle, à Pinerol ou aux îles Sainte-Marguerite. Et un beau matin, vous allez le voir revenir prendre le commandement de son navire. Mais qu'il vienne quand il voudra, sa place lui sera gardée. Mais comment se fait-il qu'il ne soit pas encore revenu? L'ordre d'incarcération étant venu d'en haut, il faut aussi que d'en haut vienne l'ordre de mise en liberté. N'y a-t-il pas moyen de presser les formalités, maintenant que les bonapartistes ne sont plus hors la loi? Ne pouvez-vous me donner un conseil, monsieur? Certes, je puis vous en donner un, le seul d'ailleurs. Adresser une pétition au ministre. Oh, monsieur, nous savons ce que c'est que les pétitions. Le ministre en reçoit 200 et n'en lit point 4. C'est vrai. Mais il lira une pétition envoyée par moi, apostillée par moi, adressée directement par moi. Et vous vous chargeriez de faire parvenir cette pétition, monsieur? Mais avec le plus grand plaisir. Je vais d'ailleurs vous la rédiger. Vous auriez cette bonté? Ne perdons pas de temps. Nous n'avons déjà que trop perdu. J'ai bon espoir, Monsieur Morel, que cette démarche trouve une heureuse conclusion. Voilà qui est fait. Voulez-vous signer ici? Et cela partira bientôt, monsieur le substitut? Aujourd'hui même. Apostillé par vous? La meilleure apostille que je puisse mettre est de certifier véritable tout ce que je vous fais dire dans cette demande. Oh, je vous serai éternellement reconnaissant. Et maintenant, que faut-il faire? Attendre. Je réponds de tout. Allez en paix, Monsieur Morel. À vous revoir. Oh, merci, monsieur. Merci. Pas de meilleure place pour cette pétition que le fond de ce tiroir. Si l'aigle tombe une seconde fois, Dantès est à tout jamais perdu. Le 22 juin 1815, l'empereur abdique. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 4e épisode, Le vol de l'aigle. Avec Edmond Dantès, Pierre Santini, Gérard de Villefort, André Oumanski, Monsieur Morel, Fred Persson, Noirtier, Pierre Olivier, le duc de Blacas, Philippe Moreau, le baron d'André, Maurice Travail, Louis XVIII, René Clermont, Germain, Roger Desmarres, le geôlier, Jacques Bouvier, le caporal, Jean Péméja, le gendarme, Jean-Claude Bouillot, l'huissier, Gérard Thirion, et les voix de Didier Conti, Guy Marly, Jacques Maire, Frédéric Cantrel, Marianne Laure, l'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierge.